Bonjour et bienvenue dans les studios de Mediapart. À l'approche des municipales de Paris, nous allons parler de ce que le capitalisme fait aux villes et à la ville de Paris en particulier. Avec vous, Françoise Fromeneau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte, critique d'architecture également. Vous avez cofondé une revue importante qui s'appelle Criticat, qui a cessé de publier en 2018, mais que l'on peut toujours, si je ne me trompe pas, consulter en ligne. Et si l'on est très content de vous recevoir avec mon collègue Joseph Confavreux, bonjour également, c'est parce que vous avez publié cette année un essai stimulant qui s'appelle « La comédie idéale », sous-titré « Intrigue et mise en scène » aux éditions de La Fabrique. Alors, vous mêlez de l'enquête et de la critique architecturale pour revenir sur la manière dont Bertrand Delanoë, à l'époque maire de Paris, a raté son coup en lançant la rénovation du ventre de Paris, c'est-à-dire des halles. Ce millefeuille fonctionnel, vous en parlez, enterré sous le sol de Paris et qui ressemble, dites-vous, à un porte-avions coulé en plein Paris. Vous racontez aussi dans ce livre comment la mairie de Paris a fini par vendre son ventre à un groupe privé néerlandais. On va aussi y revenir. Alors avant cela, je laisse Joseph poser une première question d'actualité. Oui, parce que des centaines de milliers de voyageurs quotidiens dirigés vers des commerces dans le cadre d'une architecture qui semble davantage dictée par les intérêts privés, sans souci ni du public ni de l'intérêt public. On pourrait croire qu'on parle des halles, mais en fait aujourd'hui, vu le débat actuel à Paris, on a l'impression que c'est de la gare du Nord dont il s'agit, qui est le projet aujourd'hui de rénovation qui fait polémique. Vous en pensez quoi, vous ? J'en pense qu'on pourrait aussi parler de la gare Saint-Lazare, qui a été aussi une gare parisienne rénovée et commercialisée à outrance il y a peu. Et que plus largement des gares même du monde, ça a été le sort des gares comme Termini à Rome ou d'autres, que d'être systématiquement couplées avec un centre commercial qui profite des flux énormes que drainent les gares de chemin de fer mais aussi de banlieue, ce qui est le cas des Halles, de la gare du Nord et de la gare Saint-Lazare, pour maximiser leur fréquentation, leurs profits, leurs implantations, leurs loyers, etc. Donc c'est un phénomène assez général. Mais dans le cadre d'une mutation complète de ces centres commerciaux, concurrencés par la vente en ligne, qui veulent du coup trouver à la fois de nouveaux lieux et de nouvelles architectures. Oui, il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect que la grande distribution en périphérie est en train de baisser de régime et que l'implantation en ville sur des lieux de flux est considérée de plus en plus comme une bonne affaire, un avenir. Mais ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui, puisque les halles, puisqu'on va en parler, datent des années 70 et ont été à cet égard précurseurs. L'idée de fourrer une gare dans le sous-sol de Paris et puis de remplir l'épaisseur entre la gare et la surface avec 3 niveaux, des dizaines de milliers de mètres carrés de commerce, date de cette époque. Et les Halles avaient été à l'époque une sorte de pionnier de cette tendance et de ces phénomènes. Peut-être juste un petit point sur... il y a une commission qui s'appelle la Commission nationale d'aménagement commercial qui a décidé de valider le projet en octobre, alors qu'il y avait eu quand même à la fois une lettre ouverte de pas mal d'architectes, des élus de la majorité qui ont fini par s'opposer. Oui. Et finalement, en octobre, on a des municipales qui arrivent en mars. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là, quelque part, dans le débat démocratique, sur un projet urbanistique qui a l'air aussi important, alors qu'il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui empruntent cet endroit régulièrement? Ça ne pose pas un problème de prendre une décision pareille avec un calendrier? C'est un des grands problèmes de l'urbanisme que d'avoir une difficulté avec la démocratie directe. L'urbanisme, historiquement, c'est un peu le fait du prince, le fait d'en haut. Et les tentatives, en France en tout cas, pour essayer d'organiser une forme de participation, de consultation, sont très difficilement mises en place, surtout sur des lieux qui concernent par définition, comme les gares, des populations extrêmement nombreuses et extrêmement variées et venues de lieux très différents. Aux Halles comme à la gare du Nord, on a des passagers nationaux, internationaux à la gare du Nord, locaux, il y a le métro, il y a les Parisiens, il y a les grands Parisiens, puisqu'il y a les lignes de RER. Et ça a déjà été, puisque les Halles se comparent quand même beaucoup dans les problématiques qu'a soulevé leur rénovation à toutes sortes de nouvelles opérations en cours. Un des grands problèmes est de savoir
comment consulter les gens et qui consulter, par quelle voie. On sait par ailleurs que Gare du Nord, quand on fait des sondages, qui est une manière de consulter sur des échantillons, j'imagine, que beaucoup de gens considèrent que ce lieu est à rénover. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la Gare du Nord, ça fonctionne très très bien, donc il y a réellement, en effet, un problème de confort, de lisibilité, d'accessibilité, de flux, des problèmes d'attente, enfin les problèmes sont indéniables. La question est de savoir s'il faut vraiment les régler en se défaussant sur le privé du financement des travaux et en échangeant ce financement contre des surfaces commerciales absolument gigantesques qui vont faire que ce sera d'abord un centre commercial avant d'être une gare. C'est-à-dire qu'il faudra réellement... Le passage par le centre commercial va inféoder la gare au commerce. Alors que dans une logique urbaine, on pourrait imaginer que le commerce soit un petit service supplémentaire aux passagers qui vont prendre leur train ou qui sortent du train pour entrer dans Paris. Donc réellement, il y a en effet un problème. Et pour revenir à votre question, oui, les modalités de consultation des usagers, etc., on peut toujours consulter, j'imagine, de manière catégorielle. Moi, il me semble qu'il manque, et qui manque toujours dans ces grands projets urbains, c'est une véritable consultation d'intellectuels, de spécialistes, d'experts, de représentants des associations, enfin un véritable think tank qui pourrait faire que, au fond, être adjoint à l'urbanisme, puisque les municipales approchent, ça ne devrait pas être peut-être une personne attitrée, c'est peut-être un ensemble, un groupe, un collectif qui représente les parties prenantes des grands projets urbains. Il y a peut-être quelque chose de politique à penser autre, ailleurs que la sempiternelle consultation publique qui finit par des pugilats, des conflits d'intérêts encore plus vastes que ceux qu'elle était censée résoudre. Alors justement, sur le quartier des Halles, on a eu quelques aspects de ces pugilats entre certaines associations de riverains, le pouvoir politique, mais vous retracez toute cette histoire qui dure de 15 à 17 ans selon le moment où on considère qu'on démarre. On va revenir sur certaines de ces étapes, mais je voudrais quand même tout de suite arriver à votre conclusion, c'est que quand même c'est un puissant groupe privé, Unibail, qui au fond a emporté la mise. Et comment vous l'expliquez, cette victoire par chaos? Parce qu'il y a eu plein d'acteurs, il y a eu des urbanistes, des architectes, le pouvoir politique, le pouvoir municipal, le pouvoir du préfet, enfin voilà, vous décrivez tout ça. Et à la fin, c'est un acteur privé qui gagne. Et en plus, ce que vous soulignez, c'est qu'alors qu'on a quand même eu pas mal d'échos sur les empoignades entre telle et telle association de riverains, le scandale du fait que finalement c'est cet acteur privé qui va obtenir la pleine propriété qu'il n'avait pas du forum, qui finalement ne fait pas grand bruit. Oui, il a fait très peu de bruit par rapport au scandale énorme que représente la cession de 100 000 m² en plein centre de Paris, idéalement situé, alors historiquement, topographiquement, on pourrait dire dans la topographie parisienne, et puis pris entre le sol de Paris et puis cette gare qui draine 800 000 personnes par jour. Enfin, c'est un foncier qui vaut de l'or, littéralement, qui n'était que loué jusqu'en 2055 par bail emphytéotique et que la ville a vendu à vil prix, qui plus est, à ce gigantesque groupe d'immobilier commercial. Alors comment l'expliquer? Peut-être par un alignement des planètes incroyable pour Unibail. Il faut expliquer un peu peut-être en détail. Unibail jouissait non seulement d'un bail à échéance lointaine, 2055, mais la situation spatiale, et c'est là que c'est intéressant d'être architecte et urbaniste pour parler des problèmes tels que ceux-là, parce que la configuration dans l'espace de la ville explique aussi la force, la puissance de nuisance quelque part au domaine public, d'une certaine manière, dont Unibail ne s'est pas privé de jouer, puisque pour toute opération de rénovation de la gare ou de la surface, il fallait l'accord d'Unibail, puisque la gare devait être rénovée, et pour sortir de la gare, il faut traverser le centre commercial. Donc Unibail devait donner son accord. Et d'ailleurs, il s'est bien débrouillé pour pouvoir avoir des sorties démultipliées qui irriguent au mieux son centre commercial. Et puis pour les travaux de surface, et notamment pour construire la gigantesque canopée qui pèse quand même 7500 tonnes, et qu'il fallait fonder à travers le centre commercial jusqu'au tréfonds du site,
Il fallait là encore qu'Unibail soit d'accord, et ces conditions étaient qu'on ne touche absolument pas à l'activité commerciale, qui ne pouvait pas s'arrêter ne serait-ce qu'une journée ou même une heure. Donc les travaux de fondation, de consolidation, tout devait se faire aux heures où le centre commercial est fermé, et sans... voilà, le site devait être propre le matin à la FNAC quand on engraissait un poteau, enfin voilà, des choses un peu techniques. Donc tout ça pour dire que Unibail avait une possibilité de pression considérable sur le permis de construire que la ville devait déposer pour pouvoir faire toutes les modifications. Et un pouvoir aussi de retarder un chantier que Bertrand Delanoë voulait achever, notamment pour la canopée, la partie la plus visible, la plus médiatique, dans les meilleurs délais. Donc un moyen de pression tout à fait énorme, dont il, encore une fois, il ne s'est pas privé d'user, pour obliger la ville à un certain nombre de choses et à finir par la forcer à vendre le foncier, d'autant que les dérapages du chantier, de la canopée notamment, du jardin, enfin les coûts qui explosaient, faisaient que la ville avait besoin d'argent, et donc elle a prétexté de ce besoin d'argent pour justifier cette vente de la nue propriété du foncier du Forum à cette société qui en avait envie depuis très très longtemps et qui a trouvé là toutes les occasions parfaites. En outre, si je peux ajouter même encore quelque chose dans la balance, tout ça s'est fait d'une manière très imprudente de la part de la ville, qui n'a jamais, au préalable, négocié un accord financier au démarrage de l'opération de rénovation qui aurait réparti un peu les droits et les devoirs. Hein. Donc voilà, une situation absurdement favorable à Unibail qui explique cette sortie assez piteuse du secteur public de cette affaire des Halles. Et pour aller pour poursuivre votre thèse, il y a le cas un peu Rem Koolhaas que vous développez dans le livre. Donc là, c'est dès 2004, en fait, il y a un concours. David Mangin va l'emporter avec un projet qui ensuite, parce que c'est jamais simple et que c'est un vrai feuilleton, va être retoqué en partie par Bertrand Delanoë pour la canopée, dont on parlera un peu plus tard. Mais il y a le projet Rem Koolhaas, qui pour beaucoup d'architectes, de critiques, est un projet très important, a marqué aussi pas mal d'étudiants, je crois. Ce serait bien de s'arrêter un peu sur ce projet et ce qu'a voulu faire donc cet architecte néerlandais, grand théoricien de l'architecture, qui a finalement très peu construit en France. Là, il vient de le faire à Paris très récemment avec Lafayette Anticipation. En quoi, parce que vous écrivez clairement, dès le départ, Unibail ne voulait pas de son projet. Et finalement, là, on voit qu'un choix architectural peut-être un peu plus ambitieux que ce que proposait David Mangin était écarté par la volonté, de ce qu'on comprend, d'un groupe privé néerlandais. Alors oui, le projet de Koolhaas, qui était le projet de le premier concours pour une sorte de concours d'idées et de programmation pour la réforme du secteur, avait vu cet en effet extraordinaire projet qui était non désiré, on va dire, par Unibail, parce qu'il était très interventionniste sur les sous-sols. Notamment, il suivait toutes les recommandations de la RATP qui demandait des sorties directes vers l'extérieur. Ce qui paraît quand même très naturel. Ce qui paraît quand même très naturel et qui, de toute façon, était le prétexte de cette consultation d'urbanisme, le motif, était que la gare n'était pas aux normes de sécurité et qu'il fallait absolument multiplier les sorties et les accès, et notamment la doter d'accès directs qui ne passeraient pas par le centre commercial, parce qu'en cas de sinistre, évidemment, c'est problématique, ça rallonge les délais de sécurité. Et Koolhaas donc avait suivi à la lettre les prescriptions et les demandes de la RATP en proposant de multiples sorties supplémentaires, mais surtout il proposait de réformer le site en faisant monter vers le haut les programmes intérieurs des sous-sols pour enfin faire une sorte de jardin tout à fait étonnant. Donc la programmation supplémentaire était assurée par ces sortes d'émergences des sous-sols qui, disait-il, allaient réintégrer dans l'histoire noble du sol de Paris ce sous-sol où croisent un maximum de gens, mais qui est toujours considéré comme un lieu mineur dans l'histoire urbaine de Paris, un lieu caché,
Un lieu qu'au contraire, le couvercle, la toiture que David Mangin proposait sur le principe de poser sur le forum, renforçait encore son obscurité et sa compression dans les sous-sols de Paris. Donc le projet de Colas procédait exactement à l'inverse de celui qui a été choisi. Il partait de la gare, il travaillait sur la matière des sous-sols et ces milliers de mètres carrés et ces centaines de milliers de gens pour essayer de leur donner plus de relations avec la surface. Et à l'inverse, il proposait aussi des sortes d'ouvertures dans le jardin pour que la ville puisse voir plus les sous-sols. Et bref, il organisait une sorte de dialogue entre les dessus et les dessous. Et ce projet a été évidemment ressenti comme... en tout cas, pour ce qui me concerne, je dois dire que je suis parisienne depuis toujours. Les Halles, bien sûr, tout le monde y va, tout le monde connaît. Mais c'est assez extraordinaire ce moment où un projet est capable de vous faire comprendre un état des lieux. C'est-à-dire, et ça je trouve que c'était une très très grande vertu de ce projet, on a enfin compris, grâce à ce que Colas voulait en faire, la manière dont il comprenait cet endroit et la manière dont il extrapolait ses qualités et ses défauts quelque part pour faire son projet, on comprenait enfin ce site. Donc il y avait fort à parier que s'il avait été choisi et mis en place, il aurait permis à beaucoup de gens aussi de comprendre cet endroit et de le pratiquer autrement. Voilà. Et donc il a été écarté, juste par la conjonction de deux forces absolument opposées mais qui se retrouvaient contre ce projet, à savoir Unibail, pour les raisons que j'ai dites, et l'association de quartiers la plus puissante, Accomplir, la plus remuante, la plus écoutée, qui, elle, ne voulait pas de ce jardin dans lequel émergeaient des programmes, des sorties, des choses qui disaient que ce n'était pas un jardin. Vous dites aussi que le projet de Mangin, qui était peut-être plus modeste, plus tempéré, était plus compatible avec les habitudes idéologiques, administratives et techniques de l'urbanisme parisien. Alors ça, c'est encore une autre raison, du coup. C'est plus des... Oui, c'est une autre raison. Alors, c'est une... David Mangin, quand il a postulé et été retenu pour ce premier concours, c'était quelqu'un qui avait peu construit, peu réalisé. Il avait réalisé les aménagements du boulevard Richard Lenoir à Paris. C'est quelqu'un qui appartient, disons, à l'école un peu mainstream du projet urbain à la française, qui est né dans les années 70-80 et qui, contre les excès du modernisme, je simplifie à outrance, prônait et prône toujours le retour à une sorte de ville régulière, à une sorte de réparation des lieux, avec un urbanisme d'îlots, d'espaces publics, de parvis devant des bâtiments, d'alignement, enfin voilà, une sorte de renouer avec la ville telle qu'elle sait, où elle se serait toujours faite. Et on voit bien que, autant Colas et son équipe essayaient de tirer, de révéler, d'une certaine manière, la singularité du lieu des Halles, sans le juger, simplement en disant, voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on en fait pour l'améliorer ? Le projet de David Mangin procédait tout à fait de cette idée de reconstituer un jardin avec des allées, avec des kiosques, d'en faire une sorte de parvis pour sa grande toiture voulue à la fois spectaculaire mais pas trop iconique, de respecter le quadrilatère des rues, de tracer un axe entre la bourse du commerce. Vous voyez, tout ce vocabulaire un peu traditionnel et qui avait la particularité de ne travailler que sur la surface, de travailler en plan. Qui est l'outil traditionnel de ce type d'urbanisme. Donc voilà, on avait vraiment deux propositions absolument opposées, et celle de Mangin l'a aussi emportée parce qu'elle ne touchait pas au sous-sol. Il en parlait à peine dans sa proposition, alors qu'elle était le moteur de celle de la proposition de Colas, et que, évidemment, tout ça était très épineux et très difficile de tripoter les sous-sols. Quand on lit votre livre, on a effectivement l'impression que cette rénovation des Halles, c'est à la fois une matrice d'un modèle ou plutôt d'un contre-modèle de comment est-ce qu'on peut repenser un lieu emblématique, central. Et en même temps, on a aussi l'impression d'une certaine répétition, c'est-à-dire des dépassements de budget, des enchaînements de jurys, de contre-jurys, de consultations, de reconsultations, de remises à plat. Il y a beaucoup de bâtiments, enfin on se souvient de la Grande Arche, de la Défense, il y a eu des moments comme ça, où finalement l'architecte original est désavoué tout en étant choisi. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de spécifique à la manière, à la commande publique à la française? À un moment, vous dites, en France, de toute façon, on construit un dessin davantage qu'on dessine une construction. Est-ce que c'est les liens organiques entre le BTP et certains urbanistes? Enfin, à quoi est lié cet effet on se dit que finalement, entre le moment où on choisit sur un budget une esquisse, ce qui sera réalisé sera déjà avec beaucoup de retard et n'aura plus rien à voir. Oui, j'en parle assez longuement dans le livre en essayant de décortiquer
le faisceau de raisons qui font que les Halles portent à incandescence un problème, en effet, français. Alors je ne sais pas s'il est seulement français. Pensez par exemple au déboire qu'a connu la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg par de très excellentissimes architectes suisses qui, eux, savent très bien construire, qui a coûté le triple. Voilà, donc c'est pas spécifique à la France, mais en effet, les concours posent problème et on peut se demander si ça aussi, ce n'est pas un domaine qu'il faudrait essayer de remettre à plat. Les concours ont été, dans leur forme, pour attribuer la maîtrise d'œuvre publique des grands bâtiments, a été refondée dans les années 70 pour remplacer le système antérieur qui avait été mis à bas par les révoltes de mai 68. Enfin, on a repensé la manière d'attribuer la commande publique. Les concours étaient pensés au départ comme un gage de transparence, de débat public qui serait affiché, on discuterait, un gage d'excellence aussi, d'émulation. Et en fait, on se rend compte que ce système tourne, sinon à vide, du moins très très mal, puisque, je l'explique, dans un jury constitué à moitié d'architectes, quand le politique a choisi un projet avant même que le jury ne se tienne, que vont dire aux maires les architectes qui espèrent eux-mêmes construire plus tard à Paris. Exactement, qui sont là jurés, mais qui seront la prochaine fois candidats. Là, il n'y avait pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études d'architecture pour voir que l'espèce d'abri idéal, très évanescent, très organique, assez beau en même temps, que proposait Patrick Berger au concours, eh bien, il faudrait une quantité de matière, de structure, ça, la canopée considérable pour pouvoir le matérialiser. Et ça, aucun architecte ne l'a dit au maire, pour ne pas le contredire. En même temps, on ne va pas être nostalgique du temps où c'était juste des grands commis de l'État qui décidaient, sans les hommes de l'art, des projets. Ben oui, mais en même temps, pour les Halles, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sous couvert de concours, finalement, dans les deux cas, c'est Bertrand Delanoë qui a fait la décision. Pour Mangin, à la suite de tractations très complexes, il a choisi d'ailleurs, il n'était pas très content de son choix. Je crois qu'il est assez lucide sur les problèmes que ça a causé. Et pour la canopée, il s'est laissé avoir, si vous me pardonnez l'expression, par une très très belle image, par sa volonté de fabriquer une sorte d'icône à cet endroit, de réparer ce site. Enfin, il y avait toute une rhétorique assez claire du politique et du rôle dont tout ça a été chargé. Et finalement, au bout du compte, malgré la tenue de ces jurys et de toutes ces consultations et toutes ces polémiques, c'est presque le prince qui a choisi. Et qui a joué le jeu. Donc si on vous lit par exemple sur le cas de la canopée, cette espèce de toit métallique de couleur un peu jaunasse. Sable, champagne. Dans le Guardian, il parlait d'une couleur crème anglaise. Oui, custard, oui. Voilà, donc chacun jugera. Il y a eu des qualificatifs encore moins flatteurs. On voit les photos, mais l'idée de Delanoë, c'était quand même d'avoir ce bâtiment iconique qu'il faut avoir quand on est, si je comprends bien, une mégalopole ou une métropole ambitieuse. Ça, c'est ce que vous développez aussi dans le livre. Oui, parce que le concours pour la canopée, pour la canopée, c'était pas pour la canopée, le concours pour le bâtiment qui viendrait couvrir chapeauter le forum, qui a été donc ensuite, qui est devenu la canopée. Après le concours, puisque c'est ce projet qui a gagné, ce concours arrive juste avant la crise de 2008, à un moment d'apogée de la course à l'innovation formelle via l'architecture des capitales du globe dans le sillage de l'effet Bilbao 10 ans plus tôt, quoi. En gros, et chaque ville... L'effet Bilbao, pour préciser, c'est donc cette ville quand même désindustrialisée, voilà, où la commande d'un grand musée aguerri de Guggenheim va relancer un peu la ville. Voilà, c'est l'idée qu'une fondation... Et après, tout le monde a essayé de le refaire à Arles avec la fondation Louma, avec le Pompidou-Metz, avec... il y a eu une... et dans le monde entier, toutes ces villes des pays dits émergents cherchaient à commander un opéra, une philharmonie. Une icône. Pas une icône, voilà. À Paris, il y a quand même beaucoup d'icônes déjà. Alors, c'est bien pour ça que tout ça est paradoxal. Et puis, voilà, Paris n'est pas en mal de musées, Paris n'est pas en mal d'icônes, Paris n'est pas en mal de tourisme. C'est plutôt de la vie quotidienne des Parisiens qu'il faut s'occuper, plutôt peut-être que de ça. Enfin bref, toujours est-il que la raison pour laquelle Bertrand Delanoë a donné
à David Mangin le projet d'urbanisme qui était calme, qui ne dérangeait pas Unibail, qui plaisait aux associations, tout en adoptant sur le principe sa couverture du forum et en remettant l'architecture à un deuxième concours, c'était bien ça. C'était pour dire on va essayer de gagner sur les deux tableaux. À la fois avoir une icône et en même temps laisser tranquille les parties publiques, le jardin, parce que c'est trop chatouilleux comme sujet. Voilà. Et encore qu'une icône, tout le monde va s'accorder là-dessus. Donc la ville participait de cette sorte de course à l'image la plus frappante, la plus belle, la plus moderne, la plus innovante. Hein. Et le coup de génie quand même du projet initial de la canopée, c'était d'associer cette espèce d'image un peu écologique, comme ça, d'une grande feuille suspendue dans les airs. Oui, pardon. Non, je m'excuse. Peut-être que certains ou certaines qui nous écoutent ne savent pas ce qu'est une canopée. Donc on parle de la cime des arbres, une forêt tropicale. Et donc il y a un jeu là-dessus, effectivement. Oui, voilà. C'est-à-dire l'idée était que la toiture ne devrait pas dépasser le haut des arbres du jardin. Voilà. Donc leur canopée, leur feuillage sommital, dirons-nous. Ce qui de toute façon n'a plus cours puisque tous les arbres ont dû être coupés ensuite pour réaliser le jardin. Petite parenthèse. Mais donc il y avait cette habileté, cette grande habileté du projet à être à la fois assez évanescent, à faire des références à la nature, à être assez poétique, rendu de manière assez idéalisée, et en même temps de faire appel à toutes les technologies du numérique dans la formalisation, dans le dessin, dans le type de forme, donc d'être à la fois un peu éternel et contemporain. Ce qu'on adore en France, hein, entre tradition et modernité, c'est la phrase que vous lirez le plus dans les revues d'architecture pour caractériser à peu près n'importe quoi. Peut-être qu'on termine le parcours pour terminer de décrypter ce site avec la Bourse de commerce, puisqu'on attend l'inauguration courant 2020, en juin 2020 je crois, de la Bourse de commerce, mais alors récupérée par Pinault, qui va devenir de musée, galerie d'art. On pense évidemment au symétrique de la Fondation Vuitton aussi, qui a ouvert à Paris en 2017, du côté du bois de Boulogne. Bon voilà, comment vous voyez un peu vous n'avez pas visité encore le bâtiment, c'est Tadao Ando, architecte encore là, star absolue, qui l'a réalisé, la rénovation. Comment vous voyez se terminer ce parcours et voilà, qu'est-ce qui se met en place dans cet endroit de ce 2e arrondissement de Paris ? Alors, vous parlez de la Fondation Vuitton, c'est important de rappeler que Pinault et LVMH, enfin Arnault, sont des grands rivaux en affaires. Ouais. Et que, quelque part, la volonté de Pinault de s'emparer de ce bâtiment pour y faire une fondation d'art contemporain relève de cette lutte d'influence de deux grands patrons internationaux du luxe, mais avec, et c'est là que c'est intéressant... D'art et de défiscalisation. Oui, alors il y a ça, quoique Pinault ait dit qu'il n'en voulait pas. Les défiscalisations ont été absolument considérables pour LVMH, pour sa fondation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout oppose les deux projets, du coup, puisqu'ils sont rivaux. Hein, le projet de LVMH est dans le bois de Boulogne, dans l'opulent ouest parisien, aux abords d'un grand espace planté, excentré, confié à un Pritzker californien, alors que Pinault, lui, a un bâtiment centré, historique, confié à un Pritzker japonais qui représente l'opposé sur l'échiquier des formes, enfin des tendances architecturales, qui est son architecte attitré, et qui se trouve dans un environnement urbain qui a été entièrement rénové avec de l'argent public. Donc ça tombe bien, il profite du jardin, il profite de la situation. Il a même demandé un changement d'adressage de la Bourse de commerce. Pour être rue du Louvre. Pour être rue du Louvre, parce que c'est plus porteur et plus... Enfin voilà, donc, et ne pas oublier qu'il a quand même comme conseiller privé depuis toujours, pour ce qui concerne l'art contemporain, Jean-Jacques Ayagon, qui a été président du Centre Pompidou, ministre de Jacques Chirac de la Culture, et qui a fait voter à ce titre toute la loi sur le mécénat et la défiscalisation des œuvres d'art. Enfin voilà, il y a réellement de quoi dire sur cette inscription nouvelle de Pinault au centre de Paris dans un monument que lui a cédé, alors là aussi pour pas très cher, la ville de Paris, trop contente d'occuper ce bâtiment qui est un bâtiment merveilleux, la Bourse de commerce historiquement, dont on ne savait pas trop quoi faire et qui n'avait pas été tellement considéré dans la rénovation totale. Donc voilà, il faut penser à travers, comme j'aime bien le faire et j'essaie de le faire dans le livre, à quel point regarder les projets architecturaux, les bâtiments, les
sites, l'urbanisme, permet de beaucoup plus largement comprendre les stratégies et sur l'échiquier politico-économique dont la ville est réellement un reflet. Peut-être dernière question, puisqu'on l'a dit, on a évoqué donc à chaque fois des gares en fait. Vous avez même parlé de la gare Saint-Lazare, mais sinon gare du Nord en début d'entretien, les halles qui sont effectivement à chaque fois des portes d'entrée aussi pour le Grand Paris. Comment vous comprenez du coup cette espèce de de fait, on a l'impression que l'ensemble des chantiers importants, ambitieux, avec beaucoup de guillemets, se concentrent sur ces points d'entrée. Et en même temps, on voit bien aussi qu'un des enjeux pour les années à venir, c'est de réussir ce Grand Paris qu'on nous promet. Donc, est-ce que vous voyez comme un mauvais signe ou au contraire, comment vous articulez ça ? Je ne suis pas sûre que les gares soient le seul enjeu de la relation de Paris avec le Grand Paris. Quand vous prenez par exemple ce qui se trame sur les bords de Seine-Rive Gauche, qui s'appelle aujourd'hui Paris-Rive Gauche, c'est-à-dire à l'endroit où le 13e arrondissement jouxte Ivry-sur-Seine et où on est en train de construire des quartiers absolument énormes avec des tours, alors certes en bois, mais c'est des tours quand même, une densification tout à fait effrénée quand même de la ville de Paris. Enfin, il y a énormément de sujets qui complètent ce qui peut paraître très, très, très évident comme ça, cette question des gares, mais je crois que c'est toute la politique parisienne qui témoigne d'une sorte de valse-hésitation, pour dire les choses gentiment, entre un certain nombre de marqueurs dits de gauche, qui seraient une ville plus conviviale, plus écologique, plus sociale, avec du logement social, avec des commerces un peu partout, avec une rénovation de l'espace public, des places, enfin, etc., etc. Et puis de l'autre, faire confiance ou déléguer au secteur privé pour le financement, voire même pour la réalisation. Donc on en parlait pour la gare du Nord, mais c'est vrai aussi pour d'autres. Tout réinventer Paris fonctionne comme ça, tout cet appel à projet. Et les halles et d'autres opérations montrent très bien que chaque fois qu'on confie au privé le soin de s'occuper du public, c'est toujours le privé qui gagne. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Françoise Fromenaud, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre s'appelle La Comédie des Halles. Et avant les municipales qui arrivent, sa lecture est chaudement recommandée. Merci à toi, Joseph, et à bientôt sur Mediapart.